15 octobre 1987, 15 octobre 2017, cela fait exactement 30 ans que le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés. En ce jour anniversaire de cet événement tragique, les défenseurs des idéaux de Thomas Sankara crient encore vérité et justice. Ils sont allés ce matin transmettre un message aux autorités judiciaires. Toujours en rapport avec le 30e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution et de ses compagnons, nous vous proposons une série de témoignages dans ce journal. Des témoignages à la fois émouvants et révoltants. Ils sont livrés par ceux qui ont vécu directement les événements du 15 octobre 1987 et par les familles des victimes autres que Thomas Sankara. Dans l'actualité également, la crise relève désormais du passé à la CAMEG, à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. La nouvelle équipe dit avoir œuvré en 6 mois pour améliorer la gouvernance administrative et financière à la CAMEG. Elle a dressé son bilan à la presse. Et puis à l'étranger, la Somalie a été frappée par l'attaque la plus meurtrière de son histoire. Cette attaque a fait au moins 137 morts et des centaines de blessés dans le centre de Mogadiscio. Elle n'a pas encore été revendiquée, mais les Chebabs sont soupçonnés d'être derrière cette attaque. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien le 15 octobre, date du 30e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Pour marquer cet événement, des sankaristes, des leaders d'organisations de la société civile, mais aussi des anonymes ont battu le pavé ce matin dans la ville de Ouagadougou. Une marche pour réclamer une fois de plus la vérité et la justice pour Thomas Sankara et ses compagnons. Le reportage de Konsul Koulibaly et Aruna Amari. Le Conseil de l'Entente, les manifestants entament la marche pour la commémoration des 30 ans de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Ce matin, justice camarades! Justice camarades! Justice pour Sankara! Pour beaucoup, le Conseil est un lieu chargé d'histoire et de traumatisme, car c'est ici que Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés par un commando le 15 octobre 1987. L'itinéraire est inédit, mais pour les initiateurs de la marche, c'est un devoir de mémoire, mais aussi une quête de justice. C'est un message contre l'impunité, c'est que la justice se réveille enfin, et notamment ce 15 octobre 2017, nous voyons que ça fait 30 ans. Les héritiers de Thomas Sankara attendent que justice soit faite, tout simplement. Nous réclamons justice, pas simplement pour Thomas Sankara, pour tous les dossiers. Il y a eu des complots pour mener à l'assassinat de Thomas et de ses 12 compagnons. Nous demandons simplement à ce qu'on lève le secret défense. Du Conseil de l'Entente, les manifestants empruntent l'avenue de l'indépendance jusqu'à la justice militaire pour la remise des mémorandums. Dans leur parcours, ils marquent une halte devant l'ambassade de France pour livrer un message à Paris. Au niveau de la justice militaire, c'était vraiment pour encourager nos camarades juges qui ont particulièrement les dossiers il y a que quelques mois, mais je peux vous certifier qu'ils font du bon travail. Ils font vraiment du bon travail. Nous venons pour les encourager à persévérer pour que le plus rapidement possible, si possible en début d'année prochaine, que le procès puisse enfin avoir lieu et que nous puissions pas savoir ce qui s'est fait de toute manière en aval, mais ce qui s'est fait en avant par rapport à l'assassinat du président Thomas Sankara. Dans le dossier de Thomas Sankara, 14 personnes ont déjà été inculpées, dont Blaise Compaoré. Et cette commémoration vise une fois de plus à garder la flamme de la justice allumée. Le parti politique l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste a marqué l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara par un panel. Thème de ce panel, l'influence des révolutions et du sankarisme sur les mouvements sociaux au Burkina Faso. À travers ce panel, l'UNUPS dit vouloir contribuer à la formation et à l'éveil des consciences des jeunes autour des idéaux de Thomas Sankara. Nous reviendrons sur ce panel organisé par l'UNUPS dans nos prochaines éditions. Et puis, les initiatives littéraires sur Thomas Sankara ne cessent de voir le jour. Nous découvrons dans ce journal l'œuvre littéraire écrite par le journaliste à la retraite Justin Dabonné. Elle a pour thème Thomas Sankara, l'assassinat d'un homme d'honneur. La dédicace de cette œuvre est intervenue hier à Ouagadougou. Konsul Koulibaly, Bouma Ernest Nepi. Il n'est pas seulement journaliste, il est aussi poète. Il vient de le prouver avec la publication de ce recueil de poèmes intitulé Thomas Sankara, l'assassinat d'un homme d'honneur. Une œuvre dans laquelle l'auteur rend hommage au père de la Révolution assassiné le 15 octobre 1987. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Après les événements du 15 octobre 1987,
Promis, en tout cas, d'honorer la mémoire de Thomas Sankara. J'ai admiré l'homme et je continue d'avoir un grand fond d'estime pour lui. Publié cette année en 2017, ce recueil poétique compte 78 pages. Sa première partie décrit les circonstances dans lesquelles Thomas Sankara a été tué. À la page 24, nous lisons avec effroi. Les assaillants, pareils à des bêtes sauvages, encerclent les lieux où se trouve Sankara. Et les autres, l'un d'eux disait, on les aura. On dit qu'il se trame quelque chose à 20 heures. Eh bien, ces gens, et ils auront chacun leur heure. Pour qui se prennent-ils? Il n'y a plus longtemps à attendre pour les faire. Il est vraiment temps. Les insurgés passent à l'action. Thomas se disait, je crois au souverain juge. Je crois que maintenant je vais mourir en paix. Je suis là. Faites-le maintenant ou jamais. On ne peut conduire une révolution quand quelqu'un est dévoré par l'ambition. Chroniqueur sportif de formation, Justin Dabonné a servi pendant 30 ans au quotidien L'Observateur Palgar. Et c'est depuis son départ à la retraite qu'il s'est consacré à l'achèvement de ce recueil poétique. Une œuvre qu'il met à la disposition des lecteurs au prix de 5 000 francs CFA. Dans l'événement tragique du jeudi 15 octobre 1987, il y a eu des rescapés. Le premier à qui nous donnons la parole dans ce journal est Alouna Traoré. Il était à l'époque un conseiller du président Thomas Sankara chargé de la propagande. Unique survivant de la tuerie du 15 octobre 1987, il a vu ses camarades mourir sous ses yeux. Il a échappé à la mort, mais il est resté traumatisé pendant plusieurs années. Son témoignage avec Simon Gongo. Alouna Traoré, le rescapé du 15 octobre 1987, raconte face à la caméra l'attaque tragique. Ce jour-là, le conseiller du président Sankara chargé de la propagande est rentré d'une mission au Bénin et devait rendre compte. C'est lui qui prend la parole quand tout dégénère. À peine j'avais commencé qu'on entendait les crépitements de ceux qui étaient venus nous assaillir. Et du dehors, on entendait « sortez, 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 sortez ». Sur ce coup-là, le PF s'est levé et il a tiré, le président du Faso, il a tiré son survêtement vers le bas, ajusté, et puis il s'est retourné pour ressortir par la porte où il était rentré. Et les mains en l'air, précision, bon, juste à peine était-il sorti qu'il a reçu les balles assassines. Bon, les 6 autres, nous étions 7 dans la salle, les 5 autres ou 6 autres qui ont suivi ont connu le même sort et pratiquement moi j'étais le dernier à sortir. Bon, je n'ai rien eu comme balle et je me suis couché sur le côté droit. Bon, quelque temps après, un des assaillants a donné l'ordre d'aller chercher un qui n'est pas mort parmi eux. Il faut le conduire dans une salle là-bas. Bon, moi je n'ai pas compris ça. Pour moi, ils sont venus me relever. Bon, je pensais que il voulait aussi d'une manière ou d'une autre finir avec moi, mais tel n'a pas été le cas. De l'intérieur de la salle où il est interné, Alouna Traoré écoute tout. Toute la nuit, on a entendu des mouvements de véhicules, de citernes d'eau. Bon, jusqu'au matin, la navette des camions, véhicules n'a pas cessé. Au matin, on est venu nous dire de rentrer chez nous. Et bon, moi, j'avais subi un choc. Sur le champ, je ne savais pas que j'avais... Ce n'était pas seulement des impacts de mal, mais au niveau du mental, du subconscient, j'avais pris un coup. Mais c'est plusieurs années après que j'allais me rendre compte. Agar, l'homme de 30 ans, quitte les lieux la peur au ventre. Quelques jours plus tard, une convocation arrive de la gendarmerie. Alouna se présente. J'ai été convoqué à la gendarmerie par Yacinthe Kafando avec certains gendarmes pour me faire dire de tenir ma langue tranquille. Sinon, je connaîtrais le même sort que mes camarades. Bon, sur ce, bon, je me suis préparé à l'exil. Après cet entretien-là, moi, j'ai pris la clé des champs. Je suis parti en Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire, je suis parti au Congo-Brazzaville. Voilà. Il reste sur place avec ses camarades avant de rentrer au pays en 1990. C'est d'ailleurs cette année-là qu'Alouna Traoré prend conscience qu'il n'était plus en 1987. C'est en 1990 que le calendrier grégorien a commencé à fonctionner chez moi. Sinon, la mesure du temps s'était bloquée au calendrier 87.
Bon, mais ce n'est qu'en 90 que j'ai repris normalement. Sinon, pour moi, je vivais toujours en 87. Or, le temps était passé, 88, 89. En 90, vraiment que j'ai pris conscience qu'il y a 3 ans, les événements s'étaient passés. À 60 ans, Aluna espère aujourd'hui que la justice fera la lumière sur les tueries du 15 octobre 1987. Les choses avancent bien, dit-il. Un autre témoignage de l'événement tragique survenu il y a 30 ans, c'est celui de Yamba Malik Sawadgo. Lui et ses camarades prisonniers ont mouru pour corvée ce jour d'enterrer les 13 victimes dont Thomas Sankara. À la fois émouvant que révoltant, que je vous invite à suivre dans ce élément signé Simon Gongo. Yamba Malik Sawadogo revient sur ses pas au cimetière de Danouin. C'est ici, il y a 30 ans, qu'il creuse des fosses pour inhumer les victimes du 15 octobre 1987. Prisonnier, il était dans un groupe de 20 personnes choisies pour ce qu'ils appellent une corvée avec pour mission une fosse commune, mais sur son insistance, il obtient des fosses individuelles. Nous avons creusé juste 10 tombes. Et à son temps, vous voyez que les 10 tombes étaient alignés. Donc nous avons creusé les 10 tombes. Certains camarades, certains collègues prisonniers sont repartis au Conseil de l'Entente pour amener les corps avec un véléra. L'autre véléra est resté avec nous. Je précise que nous avons creusé sous les phares des 2 véléras. Donc un véléra qui est reparti avec les camarades pour amener les corps. C'est lorsque les corps sont arrivés et en enterrant chacun dans sa tombe que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 13 corps au lieu de 10. Donc nous étions donc obligés de creuser les 3 autres tombes. C'est pourquoi vous voyez, bon, si vous regardez les images, il y a d'abord 10 tombes, ensuite 2 tombes plus haut et un peu avancé, une tombe, celle de Thomas Sankara. Lorsque les corps arrivent, Malik Sawadogo et ses camarades découvrent le corps du président Thomas Sankara. Il sera pourtant enterré, comme tous les autres. On l'a mis dans sa tombe, voilà, et on a mis la terre dessus. C'est comme ça, sa tombe sans natte, sans cercueil, sans rien. C'est lui et ses vêtements. C'est lui et ses vêtements. Même ses chaussures ont été retirées par nos collègues prisonniers. Donc, il est parti avec ses vêtements. On l'a enterré uniquement qu'avec ses vêtements. On a mis la terre dessus. En tout cas, quand vous voyez ça, c'est méchant, c'est révoltant. Les sépultures ne sont plus visibles depuis l'exhumation des restes en 2015 pour les tests ADN. Malik Sawadogo s'est engagé pour la justice pour Thomas Sankara en militant dans un parti sankariste. On termine cette série de témoignages des rescapés avec Boukari Kaboré Dzilelion, un des fidèles compagnons de Thomas Sankara. C'est depuis son fief militaire à Koudougou qu'il a appris ce qui se passait à Ouagadougou, la capitale, et dit avoir refusé que ces hommes déterminés ne descendent sur Ouagadougou pour une riposte. Et dans la suite des événements, il s'est réfugié au Ghana voisin. Des précisions avec Simon Gongo. Boukari Kaboré Dzilelion de Boulkiemde visite son camp du bataillon d'intervention aéroportée. Il ne reste plus que des ruines et un bâtiment délabré. Le 15 octobre 1987, c'est d'ici qu'il apprend la mort de son ami Thomas Sankara. Dès que l'information tombe, ces hommes se mettent en ordre de bataille, dit-il. Je suis arrivé ici, là, trouvé que tout le bataillon était déjà rassemblé. Alors, ils criaient seulement Ouagadougou, Ouagadougou. Je leur ai dit, pas question. Alors, ils étaient prêts, tout le monde était prêt. Sac à dos, armes. Et notre armement là était encore avec nos véhicules, tout était prêt net pour aller sur Ouagadougou. Mais si nous partons sur Ouagadougou, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller sauver le président. Mais on ne sait pas où il est. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas. Ils disent qu'on attaque. Je dis non. Mais vous allez faire comment? Ils disent non, on attaque. Mais vous allez partir chasser le type qui veut prendre le pouvoir pour mettre qui? Ils disent qu'ils vont mettre. Je dis pas question. Je ne suis pas là. Thomas mort et moi je gère le pouvoir, il n'est pas question. Alors, c'est terminé, c'est politique. Donc, plus d'erreurs. Plus d'erreurs. Je ne peux pas vous permettre d'aller à Ouagadougou parce que Ouagadougou est notre capitale. Si je sais ce que vous allez faire là-bas, là, il n'est pas question. Boukari réussit à les démobiliser avant cette réponse à une question d'un journaliste qui met le feu aux poudres. Si malgré votre pensée, là, on venait vous attaquer à Koudougou ici,
J'ai dit, alors là, je me défendrai jusqu'à ma dernière cartouche. Voilà exactement les termes. La suite est tragique. Le BIA, considéré comme une troupe en rébellion, est attaqué le 27 octobre 1987. Dès 6 heures, ils ont commencé à tirer. Par là, pam, 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 bim, 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 boum. J'étais en tenue de sport, là, je me suis rapidement mis en disposition. J'ai pris mon véhicule et il fallait faire le tour pour demander à la population de rester à l'intérieur. Le capitaine Kaboré refuse le combat. Il perd 11 de ses hommes avant de prendre la fuite au Ghana. J'ai manœuvré pour pouvoir quitter le pays. Manœuvrer, c'est-à-dire? Manœuvrer, je me suis débrouillé, quoi. Feinter, bon, voilà. On se camoufle. Et puis, bon, quand par exemple, il n'y a personne, tu marches. Mais dès que, par exemple, tu vois quelqu'un, tu te camoufles, quoi. Les gens, ils disent qu'on disparaît. Bon, moi, j'ai confiance au camouflage. Voilà, c'est militaire. Il y restera 4 ans avant de retourner au pays. Après avoir perdu le combat militaire, l'officier dit croire à la victoire judiciaire pour son ami et compagnon. J'ai tout dit. Tout. Vraiment suffisamment. En tout cas, ils sont bien armés là, pour ça. Tout. Tout l'éclairage là que le juge d'instruction voulait là, il a eu ça avec moi. On l'accuse tout de même d'avoir livré ses hommes par sa déclaration de guerre. Le Lion de Maille parle d'un massacre de méchants, un gâchis. Et puis c'est connu, mais on ne l'évoque pas assez souvent. Le 15 octobre 1983, le président du Conseil national de la Révolution n'était pas le seul à être assassiné. Une dizaine de ses compagnons ont péri dans cet événement tragique. Des victimes qui semblent avoir été oubliées, mais dont les familles, elles, se souviennent bien. 30 ans après, nous avons donné la parole à 2 de ces familles pour des témoignages, des précisions avec Gérard Somé et Nyarki Teda. Parmi les victimes du 15 octobre 1987, le gendarme Soré Patenema, ici en photo. Mohamadi Soré est l'un de ses 2 enfants et n'avait que 3 mois seulement au moment de la disparition de son père. Parce que je pouvais être en train de passer, circuler comme ça, et puis bon, des gens vont m'appeler, dire que voilà, c'est l'enfant comme ça, c'est l'enfant de... Donc, ça me faisait vraiment bizarre. Maintenant, notre mère, qui essaie de me protéger à sa façon, a essayé aussi de m'expliquer comment est-ce que voilà, ton papa était un militaire, il était à la présidence, c'était un homme qui travaillait bien, il aimait travailler et tout ça. Donc en grandissant maintenant, ça veut dire qu'avec les autres classes et tout ça, par les gens aussi, les voisins et certains collègues de papa aussi, tout ça, à la gendarmerie, qui me disaient que bon, ton papa était, bon, qu'il est parti en tant que héros, en tant que tel, et c'était un travailleur, tout ça, par les médias aussi, et puis par certains journaux qu'on aimait lire, feuilleter, tout ça. C'est en fonction de ça, tout ça, que je me suis rentré dans l'histoire quand même du papa. Voilà. L'histoire sonne comme une révolte à vaincre l'adversité, mais surtout à réussir dans la vie. Son aîné est aujourd'hui agro-businessman et lui-même ingénieur en BTP, évoluant de ses propres ailes. C'est d'ailleurs sur un de ces chantiers à l'emblématique cité en 3 de Ouagadougou que nous l'avons rencontré. C'est une cité vraiment qui, non seulement que ce soit la cité en 3 avec les autres cités, voilà, ça fait partie de l'histoire de Sankara. Voilà, quand on regarde même dans les documentaires, entre-temps, quand ils font les travaux pour ça, donc pour moi qui suis bon, une personne aussi un peu spéciale de son histoire, me voir ici en train de faire ces réflexions, tout ça, vraiment, je suis content et puis je rends grâce à Dieu. C'est comme si je suis en train de travailler avec eux en même temps. C'est comme si Dieu m'a permis de remonter un peu le temps pour travailler avec eux. Donc c'est une consolation en tant que telle pour moi. Consoler avec ces chantiers, oui, peut-être. Dans tous les cas, il le faut, car Mohamed Soré et son frère ont également perdu leur maman. C'était un 29 avril 2016. Bref, autre victime du 15 octobre et peut-être ignorée, l'adjudant Christophe Saba. C'était le secrétaire permanent du Conseil national de la Révolution. Il fait partie des assassinés d'un soir du 15 octobre 1987 au mythique Conseil de l'Entente. Son frère cadet que nous avons rencontré dans son école, l'école Yeninga de Ouidi, se souvient encore. On était en réunion vers 15h et après, vers 16h, nous étions à l'étage, sommes descendus, tout le monde avait disparu. Même les vendeurs de fruits qui étaient en bas n'étaient pas là. Alors, j'ai pris ma voiture, j'ai foncé directement chez mon frère qui logeait à la cité en 3. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu sa femme qui m'a fait savoir que effectivement mon frère était venu
Et il a mangé, il est reparti vers 15h30 parce qu'il y avait une réunion. Alors, bon, les enfants n'étaient pas là. Ils étaient à l'école, sauf le dernier qui avait 5 ans, qui était là. Je lui ai dit, bon, en ces conditions-là, il faut le faire entrer, tu te barricades et on verra. La suite, ça sera au cimetière de Dagmoué que la famille de Saba saura que sa vie s'arrête là. Depuis là, nous étions dans l'amertume totale. Je vous avoue que l'annonce du drame, j'ai passé toute une année entière sans pouvoir enseigner. C'était atroce. La manière dont il a été tué, dont ils ont été tués, ça, on ne pouvait pas de mémoire. On n'a jamais vu ça au Burkina. Les événements du 15 octobre 1987 ont fait une veuve et 5 orphelins dans la famille Saba. Fort heureusement, les 5 enfants ont tous réussi, nous a raconté leur oncle. Mais leur souhait le plus ardent, que justice soit rendue à toutes les victimes du 15 octobre 1987. Voilà ce que l'on pouvait dire donc dans cette édition sur le 30e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Et dans le reste de l'actualité, nous évoquons en bref la visite d'amitié et de travail que le président du Faso effectue au Sénégal. Rochmar Christian Kaboré a visité quelques infrastructures socio-économiques dans la capitale sénégalaise. Ce sont des infrastructures réalisées dans le cadre du projet Sénégal émergent. Parmi ces projets, il y a celui du transport ferroviaire en plein cœur de la capitale sénégalaise et le centre de conférence Abdou Diouf. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Autre point de l'actualité au Burkina Faso, et nous parlons de santé animale avec la campagne nationale de vaccination contre la péripneumonie bovine et la maladie de Newcastle. La dite campagne a été lancée hier à Zitenga, c'est dans la région du plateau central. Elle permettra de toucher plus de 50% des animaux ciblés par cette campagne de vaccination. Plus de précisions avec Issaka Fando et Yolande Lompo. Improvisant vétérinaire d'un jour, les ministres en charge des ressources animales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire procèdent ici à Zitenga à la vaccination de bovins et de volailles contre la péripneumonie contagieuse bovine et la maladie de Newcastle. Le seul moyen pour contrôler ces maladies et réduire de 70% les pertes économiques occasionnées reste la vaccination. À cet effet, 55% des effectifs au plan national seront vaccinés au cours de la présente campagne, soit environ 25 millions de têtes de volailles et 5 millions de têtes de bovins. Malgré tous les efforts déployés par les services vétérinaires, le taux de couverture vaccinale reste encore bas, très bas. Ce lancement officiel vise à entraîner une forte implication des producteurs, des services vétérinaires publics et privés, des partenaires techniques et financiers, des projets et programmes de développement dans la réalisation des campagnes. Venu s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso en matière de biogaz, le ministre ivoirien apprécie positivement cette initiative. Quand l'élevage va bien au Burkina Faso, en tout cas, ce sont les consommateurs ivoiriens qui s'en trouvent eux-mêmes. Il y a des barrages ici, je suis prêt à lui faire venir des alevins pour aider à promouvoir l'aquaculture et la pisciculture au Burkina Faso. Des prix ont été remis aux meilleurs vulgarisateurs volontaires villageois et une visite de stand a constitué le dernier acte de cette cérémonie. Cela fait 6 mois qu'un protocole transactionnel a été trouvé pour répondre à la crise que traversait la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. La nouvelle équipe dirigeante avait pour principale mission d'améliorer la gouvernance administrative et financière de la CAMEG. Aujourd'hui, elle affirme que c'est chose faite et que la CAMEG est désormais sur de bons rails. Pawadrogo, Jean Zongo et Maxime Zongo. La centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG, enfin, sur une bonne voie de sortie de crise. Les responsables en charge du ministère de la Santé l'ont annoncé au cours de cette conférence de presse. Cette sortie de crise est le résultat d'un protocole de transaction signé il y a de cela 6 mois.
Un protocole qui avait pour mission de contribuer à résoudre la crise au sein de la structure. C'était d'examiner si c'est le statut de la CAMEG qui était le générateur de toutes les crises que la CAMEG avait vécues. Et si tel est le cas, comment le relire et trouver toutes les formes juridiques qui prévenaient à jamais ces crises. Et bien sûr, si cela a été fait, recruter un nouveau directeur général qui prendrait la direction de la CAMEG. Du rapport qui m'a été fait, la performance a été remarquable. Le personnel aujourd'hui a le sourire. Les fournisseurs aujourd'hui ont le sourire. Le directeur général de la CAMEG, pour sa part, se dit satisfait de la réussite des missions qui lui avaient été assignées. Il rassure que la dette de 18 milliards de francs CFA que la structure devait à ses fournisseurs est également apurée. La cohésion est revenue. Vous, journalistes, n'entendez plus parler de la CAMEG, c'est que tout va pour le mieux. La deuxième mission, c'était de rassurer aussi bien nos clients que nos fournisseurs. Au bout des 6 mois, je puis dire que la dette fournisseur est quasiment apurée. Avoir le médicament le moins cher et de bonne qualité partout au Burkina est désormais le nouveau slogan de la CAMEG. Elle rassure que la satisfaction sera de 90% d'ici la fin de l'année. Parlons de bien-être et d'esthétique avec ce cadre que la Fondation Nasmour a offert aux agents de la radiodiffusion télévision du Burkina. Les deux structures entretiennent un partenariat depuis quelques années et c'est dans le cadre de ce partenariat qu'une équipe de Nasmour a pris ses quartiers dans les locaux de la télévision pour administrer des soins divers aux agents. On voit cela avec Rasmani Zoundi et Yolande Lompo. Un salon de beauté ambulant au sein de la télévision nationale pour un soin de beauté esthétique. Installé à la RTB pour 5 jours, ce véhicule équipé de toutes les commodités requises est une nouvelle émergence de Nasmour dans son décor. Esthétique ambulant, c'est pour faciliter la tâche aux dames et surtout les mariés. Vous voyez que souvent les mariés sont obligés de se lever très tôt pour aller au salon, tout et tout. Parce que nous, avec l'Institut de beauté, nous faisons le traitement dans l'Institut d'abord. Et le jour du mariage, nous venons chez la personne à n'importe quelle heure. Même si le mariage c'est à 8 h, on peut venir même à 4 h du matin, 3 h du matin. Les soins prodigués par Nasmour sont appréciés positivement par ses agents qui comptent mettre cette pratique dans leur quotidien. C'est la première fois que je reçois un massage de pied de cette manière. Et vraiment, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant et je compte en tout cas le refaire. Le soin du visage que j'ai eu à faire, je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet de se rajeunir quelque part, d'avoir une peau douce. On se sent mieux dans sa peau. Je pense que la femme doit être au top, quoi. Nasmour est un centre de formation professionnelle en stylisme, modélisme, en esthétique et coiffure. Il dispose également d'un internat pour les jeunes filles et d'une crèche pour les nourrissons. Plus de 200 apprenantes sont formées chaque année par Nasmour. Déborah Zabsonré est la lauréate de Faso Academy de la RTB édition 2017. La candidate de Tinkodgo remporte également le prix du public et celui de la meilleure composition personnelle. La finale du concours Faso Academy a eu lieu hier dans la soirée, une émission que vous avez d'ailleurs suivie en direct sur la RTB et dont nous vous proposons les temps forts dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Bouma Ernest Nepié. Déborah Zabsonré rafle tout à Faso Academy 2017. La candidate de Tinkodgo s'arroge le prix du public, le prix de la meilleure composition personnelle. C'est elle qui est le sommet de cette édition 2017. Gloire à Dieu, ça a marché, j'ai été la première. Vraiment, tous mes remerciements à Dieu et à toute ma famille. Sinon, vraiment, je veux continuer la musique. Pour cette finale, ils étaient 5 en lice. Chacun devait montrer qu'il est le meilleur aussi bien sur la chanson Cabré d'Awa Melon, chanson imposée, que sur la composition personnelle.
Sur scène, Déborah, Jonathan, Honorine, Dieudonné et Théodore rivalisent de talent au bonheur du public qui a fait le déplacement du Sénasa. Franchement, cette année, c'était la meilleure de toutes. J'ai aimé l'originalité de tous les candidats, j'ai aimé l'engouement. Et j'apprécie aussi la chanson qu'ils ont choisie. Cabre, cabre, cabre. Vraiment, c'est une chanson qui m'a trop plu. Donc vraiment, je souhaite qu'on continue à organiser Faso Academy parce que si on n'avait pas Faso Academy, ce soir, on n'allait pas reconnaître la lauréate qui a vraiment du talent. Elle vient de l'extraordinaire. Paris gagné pour la RTB, initiatrice de l'événement. Cette apothéose a un goût de devoir bien accompli. Cette année également, on a introduit le sport, la natation. On a également introduit les cours de piano. Je pense que tout cela a permis d'obtenir un bon résultat ce soir et on ne peut qu'en être fier. Déborah empoche de cette édition la somme de 3 millions de francs CFA et de nombreux autres lots des sponsors. Elle est suivie par Thiem Touré, Théodore et Honorine Elisa Baliza. Voilà, toutes nos félicitations à la lauréate. À l'étranger, la Somalie a été frappée par l'attaque la plus meurtrière de son histoire. Cette attaque a fait au moins 137 morts et des centaines de blessés dans le centre de Mogadiscio. Elle n'a pas encore été revendiquée, mais les Chebabs sont soupçonnés d'être derrière cette attaque. La capitale somalienne en deuil au lendemain de l'attentat qui aurait fait au moins 137 morts et plus de 300 blessés. L'explosion s'est produite ce samedi après-midi à Mogadiscio devant l'hôtel Safari, un établissement populaire. Cet attentat au camion piégé serait le pire de l'histoire de la Somalie. Les nombreuses victimes ont été conduites dans les différents hôpitaux de la ville. Ce qui s'est passé hier est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Le nombre de morts est incalculable. Les cadavres ont été brûlés et personne ne pouvait les reconnaître. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais tous les regards sont tournés vers les Chebabs. Ces islamistes qui ont juré la perte du gouvernement sont habitués à lancer des attaques dans Mogadiscio et ses environs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la RTB et à très bientôt.